Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous écouter sur votre plateforme d'écoute préférée ou de nous regarder sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Salut Cosette! Salut Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien toi? Super bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a été inspiré encore une fois par les questions qu'on reçoit via la boîte à questions. Et il y en a une qui revient tout le temps, à toutes les fois et par plusieurs parents. Donc, on se dit, je pense qu'il y a un réel besoin qu'on prenne un peu plus que le temps d'une story de 60 secondes pour y répondre. Puis comme ça, vous allez pouvoir l'écouter et le réécouter, le faire partager à vos proches. C'est quoi faire quand un enfant refuse? Très souvent, c'est le souper. Donc, on va aborder le souper, mais c'est la même stratégie que ce soit un dîner ou un autre repas. Mais plus souvent, quoi faire si mon enfant refuse le souper? Est-ce que je propose autre chose? Est-ce que je l'envoie au lit le bedon vide? Hein? Souvent, ça vient nous chercher, envoyer notre enfant au lit quand il a refusé le repas qu'on a planifié puis qu'on n'a pas assez de temps pour une collation avant le dodo. Est-ce que ça peut être une option? Dites-vous, moi, comment on fonctionnait un petit peu chez nous à la maison, puis ensuite on va aller vers les stratégies et tout. Avant d'instaurer la collation le soir avec mes cocos, tu sais, vers l'âge de 3 ans, j'avais pas beaucoup de temps entre l'heure du souper puis le dodo. Donc, très souvent, c'était le souper, bain, douche, histoire et c'était dodo. Donc, jusqu'à l'âge de 3 ans, je vous dirais, j'en avais pas, je voyais pas la nécessité, puis je voyais que j'avais plus d'impact sur son comportement quand je repoussais le dodo pour essayer de mettre une collation. Fait que je me suis dit, moi, la collation, c'est pas encore le moment. Il était encore trop jeune, mais ça, c'est mon coco. Vous connaissez le mieux vos enfants. Donc, si le repas il était refusé, puis j'avais pas assez de temps entre le souper puis le dodo, c'est la même situation chez vous. Mon coco allait au lit, le bedon vide. Par contre, avant de prendre la décision que, écoutez, ce soir, tu vas aller au lit, tu as décidé que ton bedon il était plein ou tu n'avais pas faim ou peu importe la raison qui va amener un enfant à refuser son repas, ben, tu vas aller au lit puis la prochaine fois qu'on va manger, c'est le lendemain. La chose à faire lorsque vous décidez d'envoyer, vous êtes à l'aise d'envoyer votre enfant au lit, même s'il a refusé vraiment. Puis quand je dis refuse, là, c'est strictement tout, là. Il n'y a même pas de toucher au verre de lait, au yogourt, aux fraises, vraiment, vraiment, vraiment rien. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est que moi, il arrivait à l'heure du repas, puis je le savais d'emblée, là. Ça me tente pas, j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger. On le savait déjà à l'avance que c'était un repas qui allait être escamoté. Je mettais quand même l'enfant en position de réussite et la famille vraiment dans une ambiance qui est pas pouette-pouette. Fait que ce que je lui disais, t'es pas obligé de manger, mais par contre, le temps en famille, pour nous, c'est sacré. Donc, je mettais à cet âge-là le time timer, c'était tolérable pour lui un 5 minutes. Tu sais, je ne mettrais pas 15 minutes, un time timer, juste assieds-toi avec nous pour raconter-nous la journée à la garderie, comment ça s'est passé. Puis, il nous voyait manger. Fait que des fois, il allait prendre un petit cocon, puis des fois, il n'y avait rien. Il faisait juste participer à la discussion. C'était agréable. Donc, on misait sur la qualité du moment ensemble. Puis, quand le time timer sonnait, bien, il savait. Il pouvait descendre, il prenait sa petite assiette qui n'avait rien dedans, mais c'est pas grave, l'assiette était quand même là. Puis, il allait la mettre au comptoir. Ensuite, il allait bouger, il allait jouer. Mais juste avant de sortir, je vais juste lui dire, je vais juste te rappeler, probablement que ton bedon est plein. Tu lui demanderas, ton bedon, s'il est plein, est-ce que tu as eu à ta faim? Est-ce que tu es satisfait du repas? Je ne misais pas juste, est-ce que ton bedon était plein? Est-ce que tu t'es amusé en famille? Donc, il me disait, oui, le bedon est plein. Oui. Et je lui répétais
l'important, c'est de leur répéter, les enfants oublient. La prochaine fois qu'on va manger, là, ça va être après le dodo, donc demain matin, avant d'aller à la garderie. OK, c'est parfait. Donc, il continue à faire sa petite routine à lui. Donc, il jouait. Ensuite, il nous voyait ramasser dans le bain, une petite histoire dodo. Mais le lendemain matin, quand il se réveillait, et là, il y avait une faim de loup. Là, il mangeait beaucoup, mais il était habitué. Il savait que c'était ça. Moi, il ne se réveillait pas la nuit. Puis s'il se réveillait, il ne venait pas me réveiller de toute façon. Il se rendormait, puis ça allait au lendemain. À partir de quel âge on peut envoyer un enfant au lit sans manger parce qu'il a refusé de souper? Écoutez, il faut être à l'aise de le faire. Okay? Puis à la fin de cet épisode-là, on a des petites stratégies pour ceux qui ne sont vraiment pas à l'aise. Parce qu'il y en a qui disent, moi, ça vient, ça ne me parle pas. Je ne suis pas capable d'envoyer mon enfant au lit. Je ne suis pas capable. Il faut se respecter aussi en tant que parent dans notre parentalité et pas basé sur le jugement des autres. Là, je parle vraiment des parents ou le parent responsable de l'enfant dans la maison. OK? L'opinion des autres, ça, c'est autre chose. Moi, dès l'introduction des aliments, donc dès la diversification, le lait était à la demande, était vraiment, parce que moi j'en ai allaité un, l'autre c'était mix. Côté solide, donc tout ce qui allait à la cuillère ou de manière autonome, donc autre chose que du lait, il n'y avait jamais d'option B. C'était ça qui était proposé. Voici l'horaire familial et on complétait via le lait. Donc, mes cocos ont appris un peu à s'auto-réguler de cette façon-là, manger un petit peu plus, le lait diminuer. Ça s'est passé, je vous dirais, naturellement comme ça parce que pour moi, c'était pas réaliste d'instaurer une option B parce que je savais que c'était pas viable à long terme. Donc, j'essayais pour ma santé mentale et pour la dynamique familiale de ne pas avoir d'option B. Et ça, je dis ça, là, je veux juste ouvrir une petite parenthèse. Je dis ça en prenant pour acquis que si vous m'écoutez, votre enfant n'a pas de défis sensoriels, des défis oraux, donc au niveau de la mastication. Il n'y a pas un diagnostic médical X, exemple un diabète ou quelque chose comme ça, mais assurez-vous que votre enfant, donc il n'y a pas ce genre de défi-là pour me dire, ben moi, mon enfant, d'accord, je vais l'envoyer au lit parce qu'il dit qu'il n'a pas faim puis il a refusé de manger son souper. Parce que parfois, les enfants vont refuser de manger, pas parce qu'ils n'ont pas faim. Des fois, c'est vraiment une question ils sont surstimulés. Ils sont vraiment trop fatigués. La nourriture qu'on leur propose, elle est peut-être trop difficile à gérer en bouche. Donc, il faut vraiment éliminer toutes ces possibilités-là avant de dire, ben c'est correct, moi, je vais l'envoyer au lit. Puis je pense qu'il va être correct pour attendre jusqu'au lendemain matin. La question qui revient souvent aussi, c'est si l'enfant dit qu'il a faim, il arrive au repas, mais juste pour le dessert. Ça, c'est un sujet, Mélissa, je pense qu'on aborde tellement souvent, puis on essaye de vous rendre... On a un épisode même sur mon enfant ne mange que le dessert. Il est obsédé. Et voilà, soyons proactifs et offrons-le en même temps que les autres aliments. Comme ça, l'enfant n'a même pas l'option. Je veux dire, l'idée ne viendra même pas effleurer son esprit de dire, ben moi, je ne veux pas ça, je vais attendre pour manger ça. Offrez tout en même temps. Donc, ce que vous montrez par vos actions, c'est que vous déterminez le quoi et votre enfant va être capable de déterminer, s'il est à l'aise de le manger, la quantité et l'ordre. Donc, on vient d'éliminer une chicane de moins. Un défi de moins à l'heure des repas. L'autre question, voyez-vous, c'est vraiment une question après là parce que c'est le raisonnement, c'est pas le raisonnement, c'est la situation, elle escalade de cette façon-là très souvent. Je fais quoi si mon enfant dit qu'il a faim? Donc, ça, c'est pour le dessert, ça s'est réglé. Mais je fais quoi s'il a faim tout de suite après le souper? Oui, on a tout fini de ranger, là, puis il arrive 15 minutes après, puis il nous dit « J'ai faim! » J'ai faim! Encore une fois, soyez proactifs. Donc, ça, ce qu'on vous dit, c'est pour que vous vous préparez pour la prochaine fois. N'oubliez pas que durant le repas, si vous avez déterminé que nous, on s'assoit 5 minutes ensemble, 3 minutes ensemble, puis il se lève, que vous lui répétez que la prochaine occasion de manger, ça va être soit au dodo, si vous avez instauré une collation, si vous avez assez d'écart entre le souper et le dodo pour instaurer une collation, ou au petit déjeuner. Donc, quand vous dites petit déjeuner, ça leur dit pas grand-chose, honnêtement. Il faut leur dire, là, on va prendre le bain, on va aller faire un long dodo, il va faire noir, puis tu vas te réveiller le matin en pyjama, puis on va le manger pour aller à la garderie après. Ça, c'est plus du concret pour l'enfant. Parce que petit déjeuner, ça dit pas grand-chose à votre enfant. Faut le mettre pas dans des heures non plus. On mange dans 1 heure, là, c'est encore plus abstrait pour eux. Ça dit pas grand-chose. Non.
Puis, mettons que malgré là, que vous avez annoncé vraiment loud and clear que la prochaine fois, c'est le déjeuner. Mais il demande quand même à manger parce qu'il a refusé son souper, puis que c'est l'heure du dodo. Encore une fois, ce qu'on va vous dire, ça ne s'applique pas aux enfants avec soit des difficultés alimentaires, des troubles alimentaires, des défis au niveau sensoriel, des défis vraiment au niveau médical qui vont avoir un impact sur leur façon de manger vos cocos. Bien, ce qu'on va dire, c'est que c'est pas le temps de manger maintenant. Ça va aller à demain matin. Et au lieu d'arrêter ça là, continuez votre histoire. Hey, demain matin, là, on va voir des gaufres. Puis sais-tu quoi? Ça peut être son repas qu'il aime beaucoup, un repas préféré. Amenez un petit peu de ludique, un petit peu de fun. C'est pas, achète-moi pas, c'est le temps de manger, va te coucher, demain tu vas manger. Si tu as décidé de pas manger, tu sais, soyons, comment je vais dire, sensibles aux besoins de l'enfant. Il a probablement pris la mauvaise décision pour son bedon, mais il va en apprendre. Mais il va en tirer peut-être une leçon qui est positive. Pas une leçon, mais un apprentissage qui est positif selon comment vous allez l'approcher, vous, comment vous allez répondre à cette demande-là. On va manger des gaufres. Tu vas peut-être m'aider à les faire si vous avez le temps ou vous proposer un autre déjeuner qui est rapide puis que vous pensez que l'enfant risque de l'aimer. Puis ça ne veut pas dire que vous allez vous en sortir sans crise. Non, ça se peut qu'il va avoir une petite crise de bacon. Mais sachez que plus on reste constant, il est fort probable que l'enfant, à un moment donné, comprenne la routine familiale puis qu'il réalise vraiment qu'il n'y a pas d'option B. Parce que votre enfant, vous êtes un peu la clôture sécurisante pour votre enfant et son rôle à lui, il veut la vérifier. Je peux-tu, moi, la brasser, cette cage, cette clôture-là? Est-ce que je peux aller jouer dans les plates-bandes de mon parent ou pas? Fait que c'est à vous de rester constant. Puis je le sais que c'est pas le fun de gérer la crise avant le dodo, mais ça fait, je pense, partie de la parentalité. C'est une question de comment je vais l'aborder avec mon enfant. Est-ce qu'on peut acheter la paix? Est-ce que je vais l'accompagner dans son mécontentement à mon coco pour essayer d'avoir peut-être une meilleure réaction la prochaine fois et pour lui permettre à lui de prendre une décision basée sur son bedon. À lui, sur ce que son bedon lui dit. Oui, puis moi, ce que j'entends aussi quand tu dis ça, c'est que c'est beaucoup dans notre comment on va l'expliquer à l'enfant pour lui montrer que c'est un apprentissage. Je comprends que là, c'est peut-être pas le fun dans ton bedon, c'est vrai. Bon, peut-être que ça gargouille, puis on l'a dit, on va en reparler un petit peu plus tard si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Il y a moyen quand même de vous ajuster, là, puis d'établir un horaire avec lequel vous allez être bien à la maison. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment dans le comment. C'est sûr que si je chicane l'enfant, ou ben là, je te l'avais dit, il fallait que tu manges, puis tu sais, l'enfant, il reste tout le temps dans son... C'est sûr qu'il vivra pas nécessairement bien, mais si on lui explique justement, ben là, ce n'est plus l'occasion de manger. Je comprends que tu as faim, mais là, c'est parce que là, on s'en va prendre le bain, ou là, c'est l'heure du dodo, c'est plus... Puis on en parle souvent, mais comment vous allez présenter ça à vos enfants, vous allez voir, ça leur permet eux aussi d'apprendre à se réguler. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils apprennent à se nourrir quand c'est les occasions de manger, puis c'est moi, comme parent, qui détermine c'est quoi l'occasion de manger. On comprend quand même qu'il y a une crainte, oui, mais qu'est-ce que je fais s'il a faim? Une des premières questions, justement, qu'on allait aborder aussi, mais je fais quoi s'il se réveille la nuit pour me dire qu'il a faim? Ben, premièrement, je pense que faut que vous sachiez que c'est extrêmement rare. Tu sais, moi-même d'expérience, là, tu le disais, Cosette, là, bon, que les collations de soirée, c'est arrivé beaucoup plus tard. Moi, encore aujourd'hui, ça fait pas partie de notre routine de soirée. Ça va arriver maintenant, mes filles sont beaucoup plus grandes, puis ça arrive des fois qu'ils vont me dire après le souper, « Ah, mais maman, j'ai faim. » Puis, ben, je les crois quand ils me disent qu'ils ont faim, puis que là, des fois, on va s'ajuster, puis je mets une collation. Comme je dis, moi, ils sont rendus beaucoup plus vieilles, puis j'y vais un petit peu avec mon jugement, puis mais les filles, ils l'ont toujours su, justement, que j'étais là pour eux. Puis il y a des fois que je disais, ben là, non, c'est plus le temps, on va se coucher. Mais un coup qu'ils s'endorment, comme on le dit, là, ça va être extrêmement rare qu'ils vont se réveiller d'un sommeil profond et qu'ils vont avoir faim, là. Oui. Puis si on parle, ça c'est pour les plus vieux, mais pour les plus jeunes, qui sont encore allaités, qui sont encore dans la diversification, ils vont se réveiller pour boire soit du lait maternel au sein ou une préparation commerciale au biberon. Ben,
on va le proposer, le lait. On reste quand même sensible aux besoins de l'enfant, mais c'est plutôt rare un enfant un peu plus vieux qui va hurler famine durant la nuit. Si ça arrive vraiment, mais j'ai faim, ce que vous pouvez faire, donc on va se lever parce qu'on s'entend, il nous réveille. On va prendre une petite gorgée d'eau, ça se peut que ton bedon, il grogne. Fait qu'on va prendre une petite gorgée d'eau pour en profiter pour aller faire un petit pipi si vous êtes dans la routine des pipis. Puis ensuite, on va se coller pour on va aller faire de dos. Fait que c'est à moins d'une condition médicale, il n'y a pas besoin d'avoir une collation en manger au courant de la nuit. Encore une fois, quand je parle de conditions médicales, surtout les enfants diabétiques, donc ça, je vous laisse gérer ça. Mais un enfant qui n'a pas de défi au niveau de la santé, il n'y a pas de condition médicale qui nécessite que je le nourrisse la nuit, ça va être de l'eau, ça va être du réconfort, on va faire dodo, puis on va se lever le matin et on va faire autre chose. L'option 2, là, qui se réveille la nuit, là, puis vraiment, votre santé mentale, vous voulez acheter la paix, puis ça se peut, on l'a tout fait, OK? Lancez-moi la nuit, on est rapide sur l'achat. Ching-ching! À un moment donné, oui. Ce qu'on peut faire, puis encore une fois, on essaye d'instaurer des choses qui sont viables à long terme. Dites-vous, si vous faites une chose une fois, puis vous n'allez pas tenir cette action-là tout le temps, ça se peut qu'il vous la redemande avant de comprendre que, gars, c'était une seule fois. J'étais trop fatiguée cette journée-là, mais là, on revient à la routine. C'est d'aller chercher un petit verre de lait. Tu sais, c'est pas le temps de commencer à faire des toasts, des céréales, puis le beurre d'arachide, puis tout ça. C'est un petit verre de lait. Mais si jamais vous le faites au courant de la nuit, on s'est levé, on a donné un petit verre de lait, ça l'a contenté, il s'est endormi et je me suis endormie parce que j'ai besoin de dormir aussi. Ce que vous pouvez faire, revenez là-dessus le lendemain matin. On peut lui dire Hey, tu t'es réveillé cette nuit? Ouais. T'avais-tu le bedon qui grognait? Oui, il grognait beaucoup. Et puis en plus, t'as pas mangé le souper, toi? Vous restez silencieux, OK? Vous faites juste, c'est de la narration de fait. Oui, on sème des petites graines de réflexion, mais sans offrir de réponse. Vous faites pas le lien entre les deux. Vous dites, non, mais tu t'es réveillé la nuit, puis ça a grogné dans ton bedon. Ouais. Puis en plus, t'avais pas soupé. Ben non. Pourquoi ton bedon il a grogné, tu penses? Mais je pense qu'il avait faim. En fait, le but, c'est de jouer au détective, d'amener votre enfant, puis ils sont capables, je vous dis, ils sont capables, les enfants, de raisonner, de faire le lien entre les deux événements qui sont arrivés. Le but, c'est pas de t'amuser avec une morale. Tu vois, je te l'avais dit qu'il fallait que tu manges parce que sinon, non, là, tu t'es réveillé, puis c'est pas le fun. Le but, c'est vraiment de semer, comme ça dit, des graines de réflexion pour qu'un jour, ils soient capables de prendre des décisions basées sur les sensations de leur bedon, nos enfants. Donc, c'est tout simplement de l'amener à réfléchir et de dire, peut-être la prochaine fois, je vais manger. J'ai pas aimé ça que mon bedon grogne. Ça m'a réveillé la nuit. Là, je marabout le matin. C'est un petit peu plus long se rendormir. T'sais. Puis, l'autre chose qui revient, c'est les parents qui s'inquiètent parce que leur enfant va manquer de nutriments, surtout ceux qui sont petits sur les courbes ou que la croissance, elle n'est pas harmonieuse ou que le médecin qui vous suit ou bref, le professionnel s'inquiète un petit peu pour son gain de poids. Donc, c'est une réflexion vraiment légitime à avoir. Est-ce que je peux lui donner quelque chose la nuit? Est-ce que je peux offrir choix B quand mon enfant n'a pas pris son souper, surtout lorsqu'on a une croissance qui n'est pas harmonieuse? Je sais que les parents, là, ceux qui nous écoutent, qui sont dans cette situation-là, ils veulent vraiment éviter que l'enfant chute encore dans ses courbes de croissance. Donc, ils vont souvent offrir ce qu'on voit, pratico-pratique. Souvent, ces familles-là, d'emblée, vont offrir un deuxième choix au souper. Ou ils vont insister et parfois même limite forcer l'enfant à manger avant de sortir de la table ou manger genre, mettons, le poulet avant le yogourt. On va commencer un peu à ajouter des petites stratégies qui peuvent générer de la pression, mais encore une fois, elle est vraiment elle est bien intentionnée, cette façon de faire-là. Donc, c'est concrètement, toutes ces stratégies-là que je viens de nommer vont rendre votre enfant encore plus sélectif. Donc, on est vraiment contre-productif. On pense que ça aide parce que les bouchées rentrent, mais à long terme, si on veut améliorer l'ambiance au repas et le comportement de l'enfant, le fait de forcer, le fait de faire des choix B fait en sorte que on fait l'inverse. Le résultat est l'inverse de ce qu'on souhaite. Oui, exactement. Donc, l'enfant va refuser encore plus ce qui est à faire au repas. Ils deviennent plus sélectifs, exactement, puis ils risquent de manger encore moins que ce qu'ils auraient peut-être pu réussir à manger parce que, justement, ces stratégies-là, à long terme, ça fonctionne pas.
Ça fonctionne pas, puis les repas refusés augmentent. Fait que votre anxiété augmente, puis vraiment, on embarque dans le cycle de la peur, le fameux cycle de la peur. Donc, lorsqu'on a fait un choix d'eux, ce qu'on dit via notre action, c'est « Voici ce que j'ai déterminé pour le souper, mais tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de l'essayer, là. Tu peux demander autre chose. » Fait que plus on donne le choix à l'enfant de déterminer le quoi, bien, plus il peut devenir sélectif. Plus on force un enfant à manger, ça, les études nous le disent, les enfants développent des comportements alimentaires qui ne sont pas sains. L'anxiété, j'en nomme juste quelques-uns, là, c'est de l'anxiété associée aux aliments et au contexte du repas en général. Ils deviennent de plus en plus sélectifs, ces enfants-là. Et ça peut avoir un impact qui est négatif sur la croissance de l'enfant. Sur notre podcast, on a plusieurs épisodes dans lesquels on vous propose des stratégies qui fonctionnent. J'ai le webinaire que j'anime avec Mélanie Bilodeau qui combine le comportement alimentaire et des stratégies pratico-pratiques à l'heure de repas auprès des enfants. On a aussi le cours en ligne quand l'heure de repas vire au combat, qui est une formation autodidacte. Donc, vous la faites à votre propre rythme, c'est de manière autonome. Parce que lorsque les stratégies qu'on met en place, ils nourrissent la curiosité de l'enfant, ils réduisent l'anxiété associée à la nouveauté, associée au contexte du repas en général, l'enfant va être plus enclin à explorer une variété d'aliments et de nutriments, puis assurer une croissance harmonieuse. Il faut que la décision vienne de l'enfant. Il faut que ça vienne de lui. Et pour ça, il faut le mettre en position de réussite. Puis on le sait que les enfants ont besoin d'autonomie. Ils ont besoin de décider. Ils ont besoin de déterminer. Et on peut répondre à ces besoins-là de manière proactive et non pas réactive. OK? Retenez ça. Soyons proactifs et non pas réactifs. Donc, lorsque vous planifiez vos repas, impliquez vos enfants. Ils peuvent décider 1 ou 2 repas par semaine. C'est eux qui décident qu'est-ce qu'ils mangent, mais vous l'avez planifié vous l'avez impliqué de manière proactive et non pas le soir même, ça ne tente pas, mais décide qu'est-ce que tu veux. Il y a une nuance à faire. Donc, dans la planification des repas, on peut impliquer les enfants. Il y a plusieurs façons de leur donner un peu d'indépendance, vos cocos, de l'autonomie et le choix en lien avec l'alimentation. Ça peut être qui va couper, mettons, les carottes ou les concombres. Et on va mettre un légume vert, lequel tu veux. Tu veux-tu le concombre? Tu veux-tu la laitue? Tu veux-tu le chou de Bruxelles? Fait qu'on leur donne leur choix. On leur donne de l'autonomie, mais c'est de manière proactive et non pas réactive à leur comportement. Et là, au début, on l'a dit, ça se peut qu'il y a des parents qui sont vraiment pas à l'aise, ni confortables avec l'idée d'envoyer leur coco qui a faim au lit. Suivez votre instinct, votre petite voix de parent. Puis si vous dites, moi là, je suis incapable, mais il n'y en a pas question, ça ne fait pas partie de mes valeurs, mon gut feeling, ça ne marche pas. Mais il y a 3 petites choses qu'on peut faire. La première, c'est que vous pouvez reprendre l'assiette du souper ou préparer une petite assiette de souper et la mettre au frigo. Quand votre enfant a faim, vous pouvez la ressortir de cette manière-là. Vous avez encore décidé du quoi. Donc, l'enfant n'a pas l'impression « Ah, j'ai refusé ça. » Ben, je vais pouvoir déterminer les autres choix d'aliments. Vous êtes encore responsable du quoi. La deuxième, je pense, qui est vraiment la plus viable à long terme, ça vaut peut-être la peine d'instaurer une collation. Peut-être le souper un petit peu plus tôt. Repousser un petit peu l'heure de dodo. Des fois, ça prend juste 5-10 minutes. Voir, est-ce que votre enfant, vraiment, son pic de faim, il est vraiment plus là? Puis vous êtes encore responsable du choix des aliments de la collation. Donc, vous décidez quoi. Mettez-la dans la routine d'après dodo, d'avant dodo. Avant le dodo. Puis le dernier, c'est vraiment, mettez un verre de lait avant le dodo. Surtout les enfants qui sont, surtout dans la période de transition, sevrage de l'allaitement, ou sevrage du biberon vers quelque chose qui se boit au verre. Fait qu'on peut instaurer le verre de lait là, c'est réconfortant. Des fois, il y en a qui vont le réchauffer encore. On peut le boire pendant qu'on lit l'histoire, parce qu'on va brosser les dents. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour que ça soit un juste milieu autant pour l'enfant que pour le parent. Parce qu'il faut être aussi bien dans sa parentalité. Puis l'alimentation, c'est de la parentalité. T'sais. Et voilà. Fait que, on veut juste faire une petite mise en garde. Vraiment, si vous remarquez que le saut du repas, il est quotidien, c'est vraiment tous les soupers. C'est vraiment pénible, c'est difficile. Votre enfant n'a pas du plaisir, vous n'avez pas de plaisir. Vous avez essayé quelques stratégies, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment important d'en parler avec votre médecin ou la nutritionniste qui vous suit parce que le but, c'est vraiment d'éliminer des causes qui sont médicales, qui sont plus difficiles à trouver quand nous, on occupe le chapeau de parent et la position de parent. OK? Puis ça se peut que vous ayez besoin d'une consultation, peut-être en ergo, en nutrition, des consultations plus privées, plus individualisées, parce que notre but dans le podcast, c'est vraiment de vous outiller de manière
général. Et lorsqu'on a besoin d'un petit coup de pouce de plus, on peut aller chercher ce petit coup de pouce-là ailleurs. Ouais. Alors voilà, on espère avoir répondu à la question, qu'est-ce que je fais s'il saute le souper? Est-ce que je le laisse dormir le dos vide? Est-ce que j'offre un choix B? Alors, n'hésitez pas à commenter, à partager si le contenu vous a plu, puis n'hésitez jamais à nous écrire si jamais il y a quelque chose qui vous a dérangé dans le contenu. Notre but, c'est vraiment d'avoir des fois un contenu, pas qui dérange, mais qui va peut-être relever une question. Mais pourquoi elles ont dit ça? Quelle est la raison? Mais moi, personne ne me l'a pas dit. Moi, ça ne me parle pas. Moi, ça me dérange. Puis des fois, quand on se pose des questions, on retourne vraiment à nous, ce qu'on a vécu étant plus jeune, puis la réponse souvent se trouve là. Ouais. Alors, on se voit au prochain épisode. Bye! Bye! Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa! Bye Cosette!